Bonjour! Dans cette vidéo, je vais brièvement vous expliquer comment calculer un coût complet par la méthode dite des centres d'analyse stratégique. Une autre vidéo est consacrée au calcul des coûts complets par la méthode dite ABC. Tout d'abord, pour rappel, un coût complet, c'est un coût qui intègre la totalité des charges relatives à l'objet de ce coût. Il intègre donc tous les services de l'entreprise et tous les coûts qui leur sont associés, d'une manière ou d'une autre. Il permet de se former une opinion sur la rentabilité à long terme d'une entreprise en mesurant le résultat généré par chaque produit. Et il permet aussi d'établir le coût de revient d'un objet, en faisant ainsi la valeur plancher à ne pas franchir lorsqu'on veut déterminer un prix de vente le plus compétitif possible. Pour calculer un coût complet, il faut identifier au sein de l'entreprise des centres de coûts. Un centre de coûts est une subdivision de l'entreprise qui concentre une partie des charges indirectes en raison de l'organisation logique de l'entreprise. Parmi ces centres de coûts, on distingue des centres d'analyse dits opérationnels et des centres d'analyse dits de structure. Les centres d'analyse opérationnels reprennent fondamentalement le schéma classique de production dans une entreprise, à savoir des opérations d'achat et d'approvisionnement, des opérations de transformation, des opérations de conditionnement. Il faut donc ensuite mettre un nom précis sur chacun de ces centres en fonction de l'entreprise sur laquelle on travaille. Souvent, les noms reprennent ceux des divisions organiques de l'entreprise, comme service achat, service transformation, service conditionnement, etc. La plupart de ces centres opérationnels vont être considérés comme des centres principaux, c'est-à-dire qu'ils contribuent directement à l'activité principale de l'entreprise, celle qui est facturable auprès de ses clients. Mais parfois, parmi ces centres opérationnels, certains autres centres peuvent ne contribuer qu'indirectement à l'activité principale de l'entreprise. On les appelle centres auxiliaires. C'est typiquement le cas des services de maintenance spécifiquement dédiés à l'entretien de l'outil de production, par exemple. Le service maintenance des robots d'assemblage dans une usine d'automobile. Dans ce cas précis, le service maintenance peut être directement relié à la production même de l'usine, sans pour autant que ce service ne génère une activité facturable aux clients de l'usine en tant que tel. En fait, tout se passe comme si chaque service était autonome et refacturait son activité aux autres services de l'entreprise. Pour revenir au centre d'analyse de structure, on peut dire qu'il concentre des charges indirectes dont l'activité n'est en général pas mesurable avec une unité physique pertinente. Typiquement, il s'agit des services administratifs de l'entreprise, la comptabilité, les ressources humaines, le service support informatique, le marketing, etc. La toute première étape, quand on souhaite calculer un coût complet, c'est donc de clairement identifier les centres d'analyse de l'entreprise et leurs relations respectives. Pour cela, il faut observer ou se faire raconter l'organisation fonctionnelle de l'entreprise, et pas seulement l'organisation hiérarchique telle que décrite sur un organigramme. Il faut aussi déterminer le plus précisément possible les relations, fonctionnelles toujours, entre ces centres, ainsi que l'unité d'œuvre pertinente à chacun de ces centres. Il y a souvent plusieurs unités d'œuvre possibles, selon la nature des tâches et selon la démarche de réflexion du contrôleur de gestion. Ici, ce ne sont que quelques exemples qui sont donnés. Une fois que tous les centres de coûts sont cartographiés et qualifiés, on peut passer à l'étape 2, qui consiste tout simplement à répartir les charges directes sur tous les centres concernés. Par exemple, les heures de main-d'œuvre du personnel de maintenance sont affectées au service maintenance. Les heures de main-d'œuvre consacrées au conditionnement sont affectées au service conditionnement. Les emballages carton achetés sont affectés au service approvisionnement. Normalement, vu qu'il s'agit des charges directes, l'affectation devrait être assez simple et rapide. La troisième étape consiste à faire la même chose, mais cette fois-ci avec les charges indirectes. Là encore, c'est normalement assez simple. La seule difficulté réside dans la capacité à identifier la bonne échelle qui correspond à la charge indirecte en question. Par exemple, les factures d'huile de graissage
celle qui est utilisée pour faire l'entretien des machines-outils. Ces factures constituent des charges indirectes car on ne peut pas directement relier des euros d'huile de graissage à une intervention de maintenance. Par contre, on est sûr que ces euros d'huile de graissage peuvent être attribués au service de maintenance. On peut ainsi charger ces factures sur le service maintenance. Autre exemple, les factures d'eau de l'entreprise. Si on fait l'hypothèse ici que l'activité de production de l'entreprise ne nécessite pas d'eau en particulier, on peut alors se placer d'emblée à l'échelle de toute l'entreprise. À l'évidence, il s'agit bien d'une charge indirecte, car on ne peut pas flécher directement vers un service circonscrit, et comme il s'adresse à tous les salariés, on peut placer cette charge sur le centre services généraux. À l'étape 4, on reprend successivement chacun des centres auxiliaires, et uniquement ceux-ci. Et on calcule un coût de revient par unité d'œuvre en prenant en compte l'ensemble des charges directes et indirectes qu'il supporte et en divisant cette somme par le nombre d'unités d'œuvre délivrées au cours de la période concernée. On répète cette opération pour chacun des centres auxiliaires, puis on affecte ces coûts unitaires aux centres principaux concernés, c'est-à-dire ceux qu'on a identifiés sur le schéma initial de l'activité. Pour rappel, un centre auxiliaire peut travailler pour un ou plusieurs centres principaux. Dans tous les cas, on doit être en mesure de quantifier la proportion de son activité qui est dirigée vers tel ou tel centre principal. Et pour finir, on vide chacun des centres auxiliaires dans les centres principaux concernés, selon les proportions précédemment déterminées et en faisant en sorte que toutes les charges des centres auxiliaires soient affectées quelque part. Par exemple ici, 50% des charges du centre auxiliaire contrôle qualité sont affectées au centre principal transformation et 30% des charges affectées au centre auxiliaire maintenance sont réaffectées au centre principal conditionnement. Au final, il ne doit plus rester aucune charge dans les centres auxiliaires. Ainsi, on se retrouve avec l'intégralité des charges portées par des centres principaux. L'étape 5 consiste à reproduire l'étape 4, mais cette fois-ci avec les centres principaux. On agrège donc toutes les charges centre par centre et on détermine le nombre d'unités d'œuvre produites au cours de la période. En faisant le ratio des deux, on obtient le coût d'une unité d'œuvre pour chaque centre principal. Ainsi, dans notre exemple, le coût d'une unité d'œuvre du centre achat sera calculé à partir de l'ensemble des charges directes et indirectes initialement affectées aux achats, mais également de 25% des charges directes et indirectes du centre auxiliaire contrôle qualité. Même chose pour le centre principal conditionnement qui intègre, en plus des charges directes et indirectes qui lui sont initialement affectées, des charges du centre de contrôle qualité et 30% des charges du centre maintenance. C'est une étape qui est décisive. Elle permet déjà de vérifier si les coûts de l'entreprise sont maîtrisés, si tant est qu'on ait accès à des coûts de référence pour pouvoir les comparer. Pour l'étape 6, en reprenant les coefficients de transformation technique qui sont utilisés pour décrire l'activité de l'entreprise, on peut agréger les coûts de revient de chacun des centres principaux. Par exemple, s'il faut 400 g de farine pour faire une brioche industrielle, on va multiplier le coût de la farine sortie du stock de matières premières par 0,4 pour l'intégrer dans le coût de fabrication d'une brioche dans l'atelier de transformation. Une fois calculé le coût de fabrication culinaire, on va l'intégrer au coût de conditionnement, etc. Il faut rester vigilant sur cette étape car il peut y avoir des stocks éventuels ici ou là. Dans ce cas, on positionne le stock dans une zone tampon entre les deux services concernés et on recalcule le stock unitaire en tenant compte du niveau des stocks en début et en fin de période. Sur ce sujet précis, voyez la vidéo qui est consacrée au coût de stockage sur la chaîne. Cette étape 6 concerne non seulement les centres de production, mais aussi les centres hors production qu'on appelle également centres de structure. Enfin, l'étape 7 fait l'addition de tous les coûts de revient précédents dans les proportions définies par l'organisation fonctionnelle de l'entreprise. On obtient alors le coût complet
par unité vendue, et de ce fait, le coût total par référence vendue. En calculant la différence entre les recettes totales par référence vendue et le coût total de cette même référence, on obtient un résultat, c'est-à-dire un bénéfice ou un déficit par référence mise sur le marché. Ça peut donc permettre d'isoler une référence parmi l'ensemble des ventes et ainsi de diagnostiquer celles qui sont très bénéficiaires et celles qui le sont moins, voire celles qui sont déficitaires. On peut dès lors commencer à travailler la formation du prix de vente dans son marché concurrentiel et ou la structure du coût de revient pour tenter de gagner en efficience et en compétitivité. Alors, quand peut-on utiliser la méthode dite des centres d'analyse stratégique pour calculer des coûts complets? Eh bien, on privilégiera cette méthode lorsque l'activité de l'entreprise est assez stable, régulière, avec des produits standards qui changent peu. Il faut aussi que l'entreprise dispose d'une organisation claire et pérenne pour qu'on puisse travailler avec les centres de coûts de manière fiable. Il faut que les coûts directs soient prépondérants, notamment les coûts de main-d'œuvre ou bien des coûts de machines spécifiques à un atelier. Il faut enfin que la proportion des services supports, c'est-à-dire le SAV, le marketing, la communication, etc., ce qu'on appelle encore une fois le hors production, que cette proportion ne soit pas trop importante dans le coût de revient final. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors on préfère utiliser la méthode dite ABC, Activity Based Costing, construite sur des processus et des tâches. Mais ça, c'est pour une autre vidéo.